Bien, à vous la parole, docteur Fikri. Merci, docteur Chihab. Effectivement, c'est un plaisir de te voir. On se taquine souvent sur Facebook. Et c'est toujours un plaisir de retrouver des vieilles connaissances et de faire connaissance avec des plus jeunes. Donc c'est toujours un honneur d'être dans un aussi grand congrès que le vôtre. MG Maroc, c'est une très très grande association, je crois la plus grande au Maroc. Et donc c'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Et j'étais enseignant et je demeure avec une petite fibre d'enseignant jusqu'à la mort. Donc n'hésitez pas au besoin de m'appeler. Vous avez mon téléphone ou de me solliciter pour une formation, une réunion, y compris à titre de groupes simplement qui se réunissent pour se former. S'il vous plaît, les amis, est-ce que vous pouvez fermer la porte, mademoiselle, s'il vous plaît? Donc, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter dans vos petites réunions. C'est toujours un plaisir quand je peux, je le fais à titre tout à fait amical et gracieux. Donc on m'a demandé de parler des métroragies ou ménométroragies, qui sont un thème très 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 important. Beaucoup d'entre vous font beaucoup de gynécologie et donc il est très important que les choses soient prises en main en fonction des standards actuels et pour que votre travail se fasse le mieux possible pour nos patientes marocaines. Alors, ces saignements utérins constituent une très grosse partie de nos consultations en gynécologie et aussi en médecine générale. Un tiers des consultations gynécologiques, c'est pour des saignements, qu'ils soient liés à la grossesse ou pas, et représente à peu près en péri- et post-ménopause, c'est-à-dire la fin de la période d'activité génitale, 70% des consultations sont liées à ce problème. Donc vraiment, c'est un problème du quotidien qui vous intéresse comme nous. Aux USA, il a été considéré qu'à peu près le coût de ces hémorragies, c'est 1 milliard de dollars en soins. Et si on considère les coûts associés en termes d'absentéisme, de maladie, de fatigue, de défaut de rendement, c'est 12 milliards de dollars par an. C'est énorme, donc l'impact est tout à fait très important du fait des conséquences. Je ne parlerai pas des problèmes liés à la grossesse parce que c'est une autre thématique. Mais je vous rappelle quand même que toute femme en période d'activité génitale qui présente un saignement anormal, pensez à un problème lié à la grossesse et notamment la grossesse extra-utérine. Tous nous avons raté des grossesses extra-utérines, tous nous continuerons à les rater, mais faisons en sorte d'y penser pour en rater le moins possible parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Et bien sûr, le cancer du col qui reste un thème récurrent, ça c'est quelque chose auquel vous êtes habitués, de faire un dépistage et éventuellement de faire un examen au spéculum. On a tendance aujourd'hui à négliger l'examen au spéculum au profit de l'échographie. Pour de multiples raisons, les femmes n'aiment pas se déshabiller, parfois on est un peu pressé et on pense qu'avec l'échographie, on va tout régler. Donc, première des choses, on fait une échographie et on néglige de regarder ce qui se passe au niveau génital bas et notamment le cancer du col. Donc, le spéculum reste un examen utile, très 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 utile, ne serait-ce que pour faire un frottis. Pour ces saignements utérins anormaux, on va rappeler que les règles normales arrivent parce qu'il y a une hypoxie au niveau de l'endomètre avec des vasospasmes au niveau des artères spiralées. Il y a des phénomènes inflammatoires impliquant beaucoup de substances, notamment des cytokines, des chémokines, des trucs assez complexes que je ne comprends pas toujours aussi, et des enzymes qui interviennent pour justement déliter la matrice extracellulaire pour que l'endomètre tombe en tout petits fragments. Et on a l'impression que c'est du sang, mais en fait c'est du sang avec des fragments d'endomètre. Et on considère que tout saignement avant la puberté ou après la ménopause est anormal. Il n'y a pas de saignement normal à ces périodes de la vie. Et toute anomalie pour une femme qui est en activité génitale, non ménopausée, de durée, d'abondance, de régularité ou de fréquence est considérée comme une anomalie. Donc, chaque fois qu'il y a ce type d'anomalie, on doit écouter la patiente et l'interroger pour essayer de trouver la cause. Quand il y en a une, il faut savoir que des règles normales durent entre 3 et 6 jours et que leur abondance est estimée entre 50 et 80 millilitres. Et au-delà de 80 millilitres, les femmes sont exposées à développer de l'anémie. Donc là, vous avez l'habitude de prescrire l'énumération et les dosages de transférine. On peut aussi, de façon indirecte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont venir vous dire « Docteur, je saigne beaucoup ».
ou celles qui vont vous dire, mais docteur, je souffre d'anémie depuis longtemps, mais vous vous posez la question, vous avez des règles normales? Docteur, tout à fait normal. Eh bien, il a été estimé sur des études très scientifiquement établies que 20% des femmes qui ont des saignements qu'elles considèrent comme anormales, ou 30% qui ont des règles très abondantes, en fait, quand vous les interrogez, que vous regardez qu'elles font de l'anémie, vous trouvez qu'elles ont des règles anormales. Or, dans notre culture, les femmes aiment bien saigner rouge et longtemps. Elles vous le disent, docteur, je n'ai pas saigné comme la dernière fois. D'habitude, c'est 7-8 jours et c'est bon, c'est rouge, je me sens soulagé. Cette fois-ci, c'était que 4 jours. Or, elle était dans le normal. Selon 4 jours, 8 jours, ce n'est pas normal. Inversement, 20% des femmes qui ont des règles très faibles considèrent qu'elles ont des règles fortes, alors que leurs règles sont très faibles. Donc, c'est très subjectif. Et pour cette subjectivité et l'éviter, il faut poser des questions. Et il y a des façons d'aborder ce problème. Donc on va demander le nombre de serviettes qu'elles utilisent par jour, et en particulier, moi je dis toujours, le jour où vous saignez le plus, combien de serviettes? Il y en a qui vont vous dire, j'en change 2. Il y en a qui vont vous dire, j'en change 6. Demandez, est-ce que les 6 sont des serviettes bien pleines, ou simplement il y en a qui sont maniaques, qui vont changer toutes les 2 heures, mais avec une goutte de sang. Donc quand elle vous dit, j'ai des serviettes pleines, j'en change 5, 6, et j'ai parfois même des caillots, là, c'est un signe d'abondance. Il faut bien sûr voir s'il y a des douleurs associées. C'est très important de savoir s'il y a des douleurs, et on verra pourquoi. Est-ce qu'il y a une prise de médicaments, notamment les anticoagulants? La pose d'un stérilet, vous le savez, parfois augmente la durée et la quantité des règles, s'il y a un stérilet non hormonal au cuivre. Et est-ce qu'il y a aussi un antécédent familial d'hémorragie génitale? Et aujourd'hui, on ne parle plus dans la terminologie de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, la FIGO, on ne parle plus de ménométrorragie, on parle de abnormal uterine bleeding, c'est-à-dire des saignements utérins anormaux. Ça, c'est la terminologie, de telle sorte que lorsqu'on communique entre nous, on puisse communiquer et parler de la même chose quand on communique entre médecins. Et on parle de heavy menstrual bleeding, c'est-à-dire saignements utérins anormaux très importants, c'est l'équivalent des ménorrhagies, ou intermenstrual bleeding, lorsque c'est des saignements qui interviennent en dehors de la période des règles. Donc c'est les métrorragies. Et on a tendance, et c'est conseillé par la Société américaine de gynécologie, d'abandonner le terme de hémorragie utérine fonctionnelle. Parce que ça regroupe tellement de pathologies, tellement différentes, que finalement, quand vous dites fonctionnelle, vous ne dites rien du tout. Donc il est préférable de spécifier dans le fonctionnel et de chercher pourquoi est-ce que c'est fonctionnel. Et le fonctionnel peut contenir les coagulopathies, les utilisations inhabituelles ou anormales d'hormones, les causes iatrogéniques, les lésions endométriales et parfois on a des causes inconnues qu'on n'a pas encore vues. Et parmi les scores pour justement juger de ces saignements anormaux, c'est l'utilisation des serviettes. Il y a un score qu'on appelle le score de IGAM, nombre de serviettes, le degré d'imprégnation des serviettes, combien de serviettes changées par jour, est-ce qu'il y a en plus des caillots, est-ce qu'il y a des débordements. Donc ce score de IGAM, si il est supérieur à 150, il est très significatif de métrorragie pathologique. Donc on ne va pas aborder le sujet avec les pathologies que je vais vous expliquer, que vous allez plus ou moins retenir. On ne retient pas tout. Et après, on se fatigue un peu et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aller par des situations cliniques de telle sorte qu'on puisse créer, comme on fait tous les jours, on vous parle de quelque chose, tac, il y a un signal qui s'allume dans la tête, je dois penser à ça. Si j'y pense, qu'est-ce que je dois faire? Donc on va partir à partir de cas cliniques. Premier cas clinique, 65 ans, troisième geste, troisième part, elle a accouché 3 fois normalement, elle pèse 65 kg pour 1,65 m. Elle n'a pas d'antécédent particulier et elle vient pour de temps en temps des petits saignements. Il utilise parfois, il vous dit docteur, ces derniers temps j'ai tendance à aller aux toilettes un peu plus souvent pour des mictions, parfois même je me réveille la nuit et je ne sais pas, mais j'utilise des gels parce que ce n'est pas toujours confortable au niveau sexuel, je ne me sens pas toujours à l'aise. Donc les gels, ça m'aide. Peut-être que je suis un peu sèche, j'ai peut-être été blessé, un truc comme ça. Donc elle vous raconte un peu ce qu'elle pense. Alors on va tous travailler ensemble. Qui veut donner son avis? Qu'est-ce qu'on va faire chez cette femme? Première étape. Voilà, le premier message est passé. On ne doit plus oublier le spéculum. Nous les gynécologues, on l'oublie. Vous aussi, vous l'oubliez souvent. On ne doit plus l'oublier. Alors vous avez un col sain, orifice punctiforme, le vagin est sain, n'a pas de blessure vaginale malgré qu'elle se sente un peu sèche et les muqueuses vaginales sont lisses et un peu pâles.
pas de cancer visible, pas de blessure vaginale. Étape suivante. C'est parfait. Voilà ce qu'on trouve. Qui veut interpréter? L'endomètre est atrophié et le myomètre, il est... Le myomètre, ça semble plutôt... Il n'y a aucune hétérogénéité, il n'y a pas vraiment une grosse asymétrie, il n'y a pas de déformation particulière, donc parfait, l'endomètre est atrophique. Qu'est-ce que vous pensez de cette patiente? Qui a parlé des œstrogènes? Oui? Hyperœstrogénie. Ok. Qui est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord. Ben, vous avez raison de ne pas être d'accord parce que l'hyperœstrogénie ne donne pas de l'atrophie, elle donne de l'hypertrophie. Donc s'il y a de l'atrophie, c'est que cette femme n'a pas assez d'œstrogène, ce qui est normal pour son statut de femme ménopausée. Mais elle saigne quand même, ce n'est pas un signe normal. Tout à fait, c'est le bon diagnostic. C'est une femme que vous avez examinée, son col est sain, son utérus est normal, son endomètre est atrophique, elle a des petits saignements de temps en temps, elle a des saignements tout à fait banaux qui ne portent pas à conséquence, qui ne doivent pas l'inquiéter, qui ne doivent pas vous inquiéter. Est-ce que vous allez demander d'autres bilans pour cette femme? Frottis, parfait. Si vous voulez, oui. Elle est physiologique. Quel traitement vous allez proposer pour cette femme? Parce que de temps en temps, elle saignote, ça l'embête. Oui. Absolument. Les deux propositions sont bonnes. On peut donner un hémostatique, mais ça ne règle pas le problème de l'atrophie. Parce qu'elle vous dit qu'elle a un inconfort sexuel. Elle vous dit qu'elle saignote de temps en temps. Donc, si on donne... Tout à fait. L'objectif, c'est qu'elle reçoive des œstrogènes en dose pas trop forte, de telle sorte qu'on puisse rétablir une trophicité de la muqueuse vaginale, rétablir une trophicité endométriale suffisante pour que les vaisseaux sous-endométriaux soient protégés par une petite couche d'endomètre. Et on a réglé son problème à cette femme. Elle n'a pas besoin de plus, ni IRM, ni bilan compliqué. Non. La durée du traitement, en général, si elle n'a pas de signe d'atrophie, parce qu'elle a ici, vous avez vu qu'elle avait des troubles mictionnels aussi. Donc il y a un peu un syndrome urogénital, atrophie des muqueuses, atrophie et gêne vésicale. Donc ici, le traitement, c'est un traitement de 2 à 3 mois par des petites doses d'œstrogène. On peut donner 1 mg par voie orale, maximum 2 mg. Et on va traiter les problèmes vésicaux et les problèmes utérins et la trophicité vaginale. S'il n'y avait qu'un problème au niveau vaginal, on aurait pu traiter par des œstrogènes locaux. C'est parfait. Et la durée de 2 à 3 mois est largement suffisante pour rétablir un équilibre, quitte à répéter le traitement une fois par an, une fois tous les... au besoin. Au besoin, on continue. Oui. Ou bien donner un traitement de la ménopause. Il y a des pilules qui sont faites pour ça. Le problème avec les pilules de la ménopause, c'est qu'elle va avoir des règles. Et à 65 ans, c'est un peu gênant de recommencer à avoir des règles. Eh bien, si ça leur plaît, pourquoi pas. Alors, parce que là, sur le cliché, je termine avant de passer à autre chose. Comme vous avez vu, j'ai mis la mesure de l'endomètre, 3 mm. On va y arriver. Alors, j'ai bien mis sur les antécédents que cette patiente n'avait aucun antécédent. Alors, les seules situations où le traitement œstrogénique est dangereux, lorsqu'il y a un risque au niveau cancer du sein, mais elle a un antécédent de cancer. Non. Un antécédent familial n'est pas une contre-indication au traitement, n'est pas une contre-indication à la contraception, c'est la femme jeune. Non, c'est juste un facteur de risque dont on doit tenir compte pour la surveillance des patientes et le dépistage. Mais ce n'est pas une contre-indication au traitement. Et s'il y avait des antécédents thromboemboliques, oui, c'est une contre-indication. Là, à ce moment-là, on ne fera pas des œstrogènes.
Mais sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications en dehors du cancer. L'hypertension, pour un traitement temporaire, n'est pas une contre-indication. Le diabète n'est pas une contre-indication parce que c'est des traitements au long cours, juste pour régler un petit problème de spotting. On y arrive. Alors, cas clinique numéro 2. Voilà. 65 ans, même âge. Cette fois-ci, elle a 89 kg, 1,60 m, diabète de type 2, hypertendue. Elle prend de l'aspirine parce que ça fait partie de son traitement antihypertenseur et de traitement préventif. Elle a des saignements rouges depuis 1 an qui se sont aggravés récemment. Elle fait une saigne de plus en plus, de façon plus abondante. Elle se sent fatiguée. Alors, toujours, voilà, spéculum, col ouvert, sang rouge provenant de la cavité, pas de tumeur visible ni au niveau vaginal ni au niveau cervical. Le vagin est normal. La suite. Exact. La première chose, vous êtes en consultation, avant tout bilan, vous complétez l'échographie, ça fait partie de notre examen clinique. Voilà ce qu'on trouve. Donc là, tout de suite, vous avez vu, tout le monde l'a dit, l'endomètre est beaucoup plus épais. Tout à l'heure, c'était 3 mm. Là, on est à 8 mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu? Cancer de l'endomètre. Oui. Exact. Très bien, là vous êtes allé dans le détail, c'est très bien d'aller dans les détails, mais déjà, le premier signal, c'est pas normal qu'elle ait un endomètre à 8 mm à son âge. Ça, c'est la première chose qui attire votre attention pour aller plus loin dans l'analyse que vous avez très bien faite. Eh bien, on va peut-être perfectionner un peu le diagnostic. Si vous êtes dans votre cabinet, vous pouvez faire quelque chose de simple. La sonographie, vous mettez n'importe quel petit cathéter que vous avez, celui qu'on utilise pour ce que vous voulez, insérez-le doucement dans la cavité utérine, injectez un petit peu de sérum et refaites l'échographie, ça vous donne des images beaucoup plus... Absolument, absolument. Parfois c'est fermé, on ne passe pas, on ne peut pas le faire. Mais si on peut, déjà au cabinet, vous pouvez le faire vous-même, pas besoin de faire plus. Avec ça, vous avez pratiquement presque l'équivalent d'une hystéroscopie sur beaucoup de diagnostics. Donc c'est quelque chose que peut-être avec l'habitude, ceux qui ont l'habitude de faire des examens gynécologiques, d'aller un petit peu plus loin, vous posez des stérilés tous, je suppose. Donc c'est pareil, vous mettez un petit cathéter, un peu de sérum, 2-3 cc, et je prends un cliché et je regarde ce qui se passe. Et là tout de suite, on voit par exemple, ici, l'endomètre est un liseré très très fin. Normalement c'est comme ça que ça doit être à son âge. Puis là, on a des lésions qui se dégagent. Voilà, qui sont irrégulières, et donc c'est quelque chose... Bravo, Doppler. Aujourd'hui, toutes vos machines, je suppose, elles sont équipées de Doppler, il n'y en a plus qui n'ont pas de Doppler. Absolument, voilà. Vous faites un petit Doppler, énergie, vous lâchez ça, vous voyez que la masse est vascularisée, une vascularisation assez intense, ce qui n'est pas normal chez une femme ménopausée. Donc là, tout de suite, vous êtes à 99% dans le diagnostic d'un cancer de l'endomètre. Et qu'est-ce qui a attiré au départ votre attention chez cette patiente? Plus que ça, l'hémorragie. Et autre chose. Et autre chose. Et autre chose. Et autre chose. Elle est obèse, elle est hypertendue, elle est diabétique. Elle a des facteurs de risque. Donc, ménopause, facteur de risque, métrorragie, tilt, l'endomètre.
oui, bien sûr, évidemment. Mais quel est l'objectif pour nous? L'objectif, c'est pas d'aller vers les diagnostics où on va rassurer la patiente et la remettre chez elle à la maison, et elle revient un an plus tard avec un stade dépassé. Là, on était dans un stade débutant. Et c'est ça l'objectif, c'est de les dépister de façon débutante pour les guérir. Pas d'attendre que ça s'aggrave à ce moment-là. Oui. Oui. Ah, l'obésité et l'endomètre, oui. Alors, c'est l'hyperoestrogénie parce que dans le tissu graisseux, il y a un complexe enzymatique, notamment l'aromatase, tout à fait, qui va transformer les androgènes, qui sont encore persistants après la ménopause, et qui va les transformer en œstrogènes de façon intense. Et donc, la femme va être soumise à une hyperoestrogénie relative permanente et de longue durée qui l'expose à ces problématiques-là. Alors, mais plus fréquemment que le cancer de l'endomètre qui est là, on peut trouver chez ces femmes ménopausées aussi des polypes. Et très souvent, ça se manifeste justement par une lésion endométriale, échogène, avec un épaississement. Parfois, cette lésion est même kystique, très inquiétante. Et donc, vous voyez quelque chose d'hétérogène. Et la dégénérescence kystique des polypes de l'endomètre chez les femmes ménopausées est très fréquente. Donc, vous avez parfois des polypes de 2-3 cm avec des kystes à l'intérieur. Vous dites, waouh, c'est hétérogène, probablement un cancer. Dans la majorité des cas, c'est plutôt des polypes. Et donc là, c'est l'aspect typique d'un polype. Ce qui le différencie, c'est que souvent, on voit le petit liseré hypoéchogène qui le sépare de l'endomètre atrophique, mais pas toujours. Et à ce moment-là, on peut faire l'hystérosonographie. Et là, tout de suite, vous avez le diagnostic. Vous avez l'endomètre qui est très atrophique, le petit polype qui est régulier, homogène. C'est parfait. Et si vous faites le Doppler, vous pouvez trouver le vaisseau nourricier du polype. Mais ce n'est pas la vascularisation anarchique. Donc là, c'est beaucoup plus fréquent que le cancer de l'endomètre. Et quand on voit ça, on peut rassurer la patiente déjà d'emblée et lui dire, vous avez un polype, on va faire ce qu'il faut pour enlever ce polype et pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose de caché derrière et faire l'anapathe, mais déjà, c'est rassurant. Oui, juste pour vous montrer ce que c'est un polype. Ça, c'est un polype bénin. La vascularisation est tout à fait régulière. Oui, tout à fait, il n'y a pas d'irrégularité. Voilà à côté un autre polype d'un autre type. Chez une femme ménopausée, l'endomètre est atrophique. Et là, c'est différent. Vous allez rentrer dans cet utérus. À côté, vous allez voir la différence entre un polype et un cancer de l'endomètre. Comme ça, ça vous donne une idée visuelle de ce que c'est. Et c'est bien d'avoir cette idée visuelle, même si vous n'êtes pas chirurgien, mais visualiser les choses, ça permet de regarder les vaisseaux, comment ils sont, et ça explique pourquoi le Doppler est très intense lorsqu'on fait le Doppler énergie. Les vaisseaux sont irréguliers, il y a des zones de nécrose, et donc c'est typique d'un cancer de l'endomètre. Donc pour arriver justement à ce que posait tout à l'heure notre collègue sur les épaisseurs de l'endomètre, les recommandations de 2021, c'est que lorsqu'on a un saignement post-ménopausique, un endomètre de plus de 4 mm doit attirer votre attention et aller chercher une cause organique. Si on a un endomètre de moins de 4 mm et qu'il n'y a aucun facteur de risque, on ne fera rien du tout, de plus que ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais s'il y a des facteurs de risque associés, même si l'endomètre est inférieur à 4 mm, il faut faire attention chez ces patientes et faire une hystéroscopie parce que c'est le bon moyen de faire le diagnostic et de faire des biopsies dirigées, de préférence sous hystéroscopie. Et là, on passe à un autre niveau où l'hystéroscopie trouve sa place lorsqu'elle est indiquée. Parfois, on découvre de façon tout à fait fortuite des épaisseurs de l'endomètre anormales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il n'y a aucun facteur de risque, aucun saignement, moins de 10 mm, il est exceptionnel d'avoir un cancer derrière. Ça représente 1 à 2% des patients dans cette situation qui ont un cancer. Donc, on n'ira pas plus loin, on surveille. Et si elle saignote ou si ça persiste longtemps, on fera hystéroscopie pour être tranquille. Si l'endomètre a plus de 10 mm, même s'il n'y a aucun symptôme, hystéroscopie et biopsie. Alors, l'incidence du cancer de l'endomètre est assez faible, 12 à 20 pour 100 000 habitants. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on constate un rajeunissement de la population qui a un cancer de l'endomètre parce qu'il y a des facteurs environnementaux qui font qu'aujourd'hui, on a des perturbateurs endocriniens auxquels on est soumis
depuis notre enfance. Et donc, du coup, on a une augmentation de ce risque à partir de 40 ans. Donc, une jeune femme de 40 ans qui vient consulter pour des ménométrorragies, vous faites votre échographie, vous ne trouvez rien, parfois vous traitez. Les progestatifs qu'on donne habituellement sont efficaces aussi quand il y a un cancer de l'endomètre. Ça peut stopper les saignements, régulariser les cycles. Mais quand même, si vous avez des cas qui vous paraissent sortir de l'habituel ou qui saignotent, qui resaignotent, ne refaites pas tout le temps les mêmes traitements. Le collègue a donné Primolutenor, moi je vais donner Luténil, je vais ajouter Hexacil, l'autre va mettre Dicinone. En fait, on fait tous la même chose et on retarde le diagnostic d'un cancer de l'endomètre. Donc quand ça persiste, quand on n'arrive pas à régler très vite ces situations, même chez une femme jeune, éliminer un cancer de l'endomètre. Et s'il est traité tôt, la majorité guérissent parce que dans l'extrême majorité des cas, le cancer est encore confiné dans l'utérus. Il n'a pas encore quitté les stades 1 et 2 et cela, on arrive à les guérir pratiquement tous. Et toujours y penser lorsqu'il y a un facteur de risque, obésité, hypertension, prise de tamoxifène en cas de traitement pour cancer du sein. Les femmes qui ont un antécédent d'ovaire polykystique parce qu'elles ont d'hyperostrogénie toute leur vie, toutes ces femmes sont à plus de risque. Donc on fera plus attention, on fera chez elles plus d'hystéroscopie et plus de biopsie que les autres patientes. Bien, alors, passons à une autre femme. 42 ans, 3 enfants, nés vivants par voie basse. Elle a des règles abondantes avec des caillots, des dysménorrhées qui se sont progressivement aggravées. Elle se sent fatiguée depuis à peu près une année. Elle a été consultée, on lui a fait une échographie suspubienne, on lui a dit « Madame, on ne voit rien de très spécial, vous avez un stérilet au cuivre, c'est peut-être ça la cause, on va vous retirer votre stérilet. » Alors, quelle est votre attitude? Parce qu'elle ne s'est pas améliorée malgré qu'on a retiré le stérile. Toujours la même chose, le spéculum, on va le répéter à chaque fois, ça va paraître bête, mais répétons-le. Moi aussi, ça me sert, de temps en temps, j'oublie. Alors, col sain, vagin sain, on a fait un frottis et éventuellement un typage viral, et ensuite, forcément, l'échographie, parce que si on peut, le premier collègue n'a rien vu avec une échographie suspubienne, de préférence, échographie endovaginale. Je ne sais pas, je vous pose la question, combien d'entre vous ont l'endovaginal? Je suis heureux. Ouais. Je suis heureux. Donc, habituez-vous à le faire, parce que nos patientes n'aiment pas trop se déshabiller. Parfois, nous, ça nous prend beaucoup plus de temps. Vous avez 40, 50 personnes parfois à voir chaque jour. Ça prend plus de temps de la déshabiller, de la rhabiller. Donc, mais quand même, dans des cas comme ça, prenez la peine. Et prenez la peine de le faire même chez des femmes qui vous paraissent normales, parce que ça va vous habituer à regarder le normal. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal, même si vous ne comprenez pas tout de suite ce que c'est, vous allez tout de suite dire « ça, c'est pas normal, je vais faire plus attention ». Et donc, voilà ce que montre l'échographie. Vous vous taisez. Alors, qui veut commenter? Une image? Ah, j'ai déjà mis les flèches pour faciliter le travail. Il y a une asymétrie. Exact. Exact. Donc ici, tout de suite, on a l'endomètre qui est là. On a une paroi utérine qui est très épaisse ici, beaucoup moins. Et là c'est homogène, comme tout le reste de l'utérus. Et là, c'est une formation qui est mal limitée, plus ou moins échogène. On voit des petites zones moins échogènes à l'intérieur. À quoi ça ressemble à quoi ça? الصف الأول. Le micro? Ah, pardon. Fibrome. Quelqu'un a dit fibrome? Non. Effectivement, ce n'est pas un fibrome, parce qu'un fibrome, c'est plus homogène en général. Les limites sont mieux vues. Et les parois utérines sont de même échogénicité, alors qu'ici, on a toute une paroi qui a une échogénicité qui est complètement partie. Donc ici, c'est plutôt
L'histoire clinique vous rappelle quelque chose, cette femme? Absolument. Les douleurs. Cette femme a des douleurs. Elle a une anémie chronique parce qu'elle est fatiguée depuis déjà longtemps. Et puis la métrorragie aussi. Métrorragie abondante. On lui a donné des traitements, ça n'a rien fait. Donc tout de suite, je me dis, ça ressemble pas vraiment à un fibrome. Elle a tous les symptômes. Je pense à l'adénomiose. Et ce diagnostic, il est très souvent raté. C'est pour ça que je l'ai mis en premier dans cette catégorie de patientes qui sont encore en période d'activité génitale, pour justement vous en parler, parce que très souvent, c'est un diagnostic qui est oublié. On regarde l'utérus, il est un peu globuleux, on dit, bon, ben, il n'y a rien. Ou bien, on le confond avec un fibrome, et ça, c'est ce qui arrive très souvent, surtout les utérus rétroversés. Et lorsqu'il y a de l'endométriose, l'utérus est souvent rétroversé, rétrofléchi. Donc, ça rend l'examen échographique plus difficile, surtout si la femme est un petit peu en excès de pondéral, et on rate le diagnostic d'adénomiose et on les prend en charge comme des fibromes. La problématique, ce n'est pas seulement vous me direz, bon ben après tout, on va leur donner des hémostatiques, de la progestérone, tout ça, ok, parfait. Mais très souvent, elles vont au bloc. Elles vont au bloc pour se faire opérer avec un faux diagnostic. Et lorsqu'on ouvre et qu'on tombe sur une endométriose sévère avec adénomiose, on est mal, même si on est un excellent chirurgien gynécologue. Parce que c'est très difficile à opérer et quand bien même on les opère, on n'a pas toujours de bons résultats et on peut avoir même des accidents. Donc si on a une endométriose, c'est une autre affaire, beaucoup plus complexe. Donc déjà, si je pense à l'adénomiose, c'est excellent. Et donc, non, l'endomètre est bien visible, il est bien différencié, on le voit très bien. Voilà une autre situation qui peut être encore plus confondante de l'adénomiose. Et là, regardez la lésion, elle est là, elle paraît plutôt bien circonscrite, légèrement hétérogène. On voit quelques cônes d'ombre quand même. Ça différencie avec le fibrome. Mais à ce moment-là, si on a un petit doute, comme vous avez dit tout à l'heure, l'endovaginal et le Doppler. Oui, absolument, absolument. Le Doppler est magnifique, couleur, énergie, celui que vous avez. Et la différence avec un fibrome, c'est que là, vous voyez que la vascularisation, elle va pénétrer dans la masse, alors que le fibrome, elle est plutôt autour de la masse. Parce que le fibrome est avasculaire, la vascularisation, elle est périphérique, elle vient de la pseudocapsule, alors que l'adénomiose, elle est traversée par les vaisseaux, et donc là, tout de suite, adénomiose. Et là, monsieur, s'il vous plaît, juste à titre informatif, entre cette image-là et la première, elle était proche du cycle, c'est-à-dire vers la fin du cycle. Et là, ce qu'on avait, donc les taches lacunaires et tout ça, c'est-à-dire au début du cycle. D'ailleurs, l'endomètre, elle est en train de caver, donc c'était au début du cycle. Tout à fait. Donc tout à l'heure, la séance fertilité, on parlera de toutes ces choses, dont on a parlé ensemble plusieurs fois, je crois. Et là, je vous montre un autre symptôme qui justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les utérus rétroversés, rétrofléchis. Lorsque vous faites l'échographie dans un utérus normal, regardez ça, c'est une image typique d'un utérus parfait. Antéversé, antéfléchi, l'endomètre, le myomètre est homogène, il n'y a pas de différence, rien du tout, tout va bien. Ici, regardez là. C'est une femme qui a un col antéversé et la cavité rétrofléchie. Donc c'est ce qu'on appelle l'image en S. Dès que vous avez l'image en S, adénomiose. C'est une fumia, c'est ça. Et l'endomètre ici, il est comme ça. Toute la cavité entre le col et l'endomètre. Antéversé, antéfléchi. Et là, regardez, le col, il est antéversé. Et ensuite, le corps est rétrofléchi. Donc ça fait une image en S. Plus la masse hétérogène. Et très souvent, ces masses postérieures hétérogènes, elles sont prises pour des fibromes, surtout en échographie suspubienne. Et lorsqu'on fait de la 3D, là c'est pour l'information, ceux qui l'ont, c'est très bien, c'est voir comment un utérus, on peut l'analyser en 3D, c'est magnifique. Ça vous donne ici tous les critères d'un utérus normal, l'endomètre est hétérogène, la cavité est normale. Et ici, cette zone un peu noire, c'est la zone de jonction. Et ça, on peut le voir bien qu'en 3D, un peu en 2D, mais en 3D, on le voit parfaitement. Là, tout est strictement normal. Regardez ici. L'utérus est complètement déformé par l'adénomiose parce qu'il y a une hypertrophie des parois. Et là, on a la cavité qui est complètement
dysmorphique. Et en plus, si on voit la zone de jonction, vous voyez qu'ici, elle est complètement irrégulière, éclatée, elle va partout. On n'arrive pas à la reconnaître, alors que dans l'autre côté, on va la reconnaître. Donc là, c'est aller un petit peu plus dans la sophistication. L'adénomiose, vous savez, elle provoque des douleurs, elle provoque des hémorragies, elle provoque aussi de l'infertilité, elle provoque des anomalies d'implantation, elle provoque des fausses couches à répétition. Vraiment, c'est une pathologie extrêmement sérieuse qui handicape beaucoup les femmes. Ici, c'est un guide pour les différents types d'adénomiose que vous pouvez rencontrer, parce qu'elle peut se manifester de très très nombreuses façons. Si vous souhaitez, je vous laisse toute la présentation chez le bureau. Vous pouvez la diffuser entre vous. Moi, je garde rien pour moi. Tout est diffusable. Utilisez-la si vous voulez pour travailler entre vous dans vos groupes. Je n'y vois aucun inconvénient. Et on peut aller plus loin. Parfois, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et on fait une IRM qui a un double intérêt, confirmer le diagnostic d'adénomiose, mais en plus chercher les autres lésions d'endométriose qui peuvent être extra-utérines, c'est l'adénomiose péritonéale, l'adénomiose profonde et ovarienne, pour faire un bilan complet de cette endométriose et voir quel type de traitement on peut proposer. Je vous écoute pour le traitement. Oui, on parle de ce cas-là. Donc il y a une proposition de stérilet hormonal. Qui dit hormonal dit progestatif. C'est olevonorgestrel. Autre proposition, progestatif. Celui que vous voulez, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a comme autre proposition? Antalgique, puisqu'elle a mal. Oui. On peut utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont un double intérêt, antalgique et qui diminuent les saignements. Oui. Parfait. Donc progestatif. Mais, oui. Si elle est ménopausée, elle est sauvée de sa maladie. Parce que l'adénomiose est une pathologie hormonodépendante, comme l'endomètre, endométriose, endomètre. Donc c'est une pathologie hormonodépendante et en général, dès que les femmes ont leur ménopause, elles n'ont plus de saignements, ou très rarement, et surtout elles n'ont plus de douleur, parce qu'il n'y a plus les saignements menstruels qui provoquent à chaque crise douloureuse. Et donc là, elles sont sauvées. Et si elles arrivent à atteindre la ménopause, c'est parfait. C'est pour ça que le traitement doit toujours être modulé, et là vous faites bien de signaler le problème, modulé en fonction de l'âge de la patiente. Si elle a 40 ans, on ne va pas la traiter comme une femme qui a 53 ans, qui est à la veille de sa ménopause. On va agir différemment, avec moins d'urgence à aller à la chirurgie s'il le faut. On peut aussi utiliser, il faut savoir que pour les progestatifs, on les utilise beaucoup, mais à mon sens, on les utilise beaucoup trop longtemps. Parce que beaucoup trop, il y a les problèmes métaboliques qui vont avec. Et aussi, aujourd'hui, on signale de plus en plus peut-être des problématiques d'augmenter le risque de méningiome. Mais ça, il y a une alerte au niveau des autorités de santé, en France et ailleurs, sur le risque de méningiome et d'utilisation au long cours des progestatifs. Donc vraiment, moi je vois cette habitude, y compris chez les gynécologues, qu'on utilise des progestatifs pendant des années. Des années, c'est pas normal parce que soit on est arrivé à régler le problème chez cette patiente au bout de quelques mois, maximum une année, ben c'est parfait. Mais sinon, si on n'a pas réglé le problème, c'est qu'elle a besoin d'autre chose parce que vous n'avez pas été efficace avec les progestatifs. Vous pouvez les utiliser en continu. Ça a l'inconvénient de provoquer des spottings parfois qui traînent, mais en continu, c'est bien. On peut les utiliser en 5e ou 25e jour. L'inconvénient, c'est que elles continuent à avoir quand même des petites règles et ça donne des douleurs aussi chaque fois qu'elles saignent. Donc, progestatif en continu, c'est parfait pour l'adénomiose. Il y a aujourd'hui l'un des produits progestatifs les plus utilisés pour l'adénomiose, c'est le Dienogest. Voilà, il y en a plein, Visan, Métrinel, Endogest et ainsi de suite. Citons-les tous, comme ça on est démocratique. Je suis mandaté par aucun fabricant de progestatifs. Mais quand ils me payeront, je parlerai que de l'un ou l'autre. Soyez-en sûrs. Deuxième traitement, c'est provoquer, comme on a dit. Oui, madame.
Chez une femme ménopausée, la problématique se pose autrement. Si elle a une hypertrophie symptomatique, je dois d'abord faire un diagnostic, hystéroscopie, biopsie. Elle a un endomètre normal, rien du tout, parfois on ne trouve rien. Mais on peut trouver de l'hypertrophie de l'endomètre, qui, à la napate, se traduit par une hyperplasie. L'hyperplasie, hyperplasie simple, hyperplasie complexe avec atypie, ensuite cancer. Donc dès qu'une femme ménopausée depuis un certain nombre d'années a une hyperplasie, si c'est une hyperplasie simple, on peut donner des progestatifs pour 2-3 cycles, on va éliminer cet endomètre et c'est réglé. On va la surveiller. Si par contre elle a une hyperplasie complexe ou avec des atypies, là elle rentre dans le cadre de la chirurgie. On ne va pas traiter une femme ménopausée pendant des années avec de la progestérone qui pourrait peut-être être efficace, mais on est dans le haut risque de transformation maligne. Ouais. Autre effet, vous avez parlé de ménopause, on peut provoquer une ménopause artificielle avec les agonistes. Ouais. Ça peut aller sur beaucoup de choses, la dépression, toutes ces choses-là, mais c'est des traitements qui sont temporaires. Parce qu'on ne peut pas traiter une femme avec ça pendant plus de 3-6 mois au maximum, parce qu'après, il y a les phénomènes osseux, il y a tous les troubles qui vont avec. Et donc, ces deux types de traitements dans le cadre de l'adénomiose, ça permet d'abord de stopper les hémorragies. Pas toujours, les progestatifs ne sont pas toujours efficaces. Ils sont efficaces dans à peu près 25 à 50% des cas. Donc, il n'y a pas de miracle. Hein. Et si ce n'est pas efficace, on peut aller vers les agonistes. Et ce sont des traitements temporaires. On ne va pas traiter à vie ces patientes comme ça. C'est juste pour gérer la période de crise, corriger l'anémie, parce que là, ça nous donne le temps pour corriger l'anémie sans transfuser ces patientes, et les soulager, compléter nos bilans tranquillement, surtout faire une IRM si nécessaire, et voir s'il y a chez ces patientes une indication chirurgicale, ou bien apposer le DIU au lénévorgestrel qui est excellent dans cette indication. Parce que les effets secondaires systémiques sont faibles, les effets métaboliques sont faibles, et l'efficacité intra-utérine est importante, et on peut régler énormément de situations avec ça, surtout si la femme a 47-48 ans, je lui pose un stérilet, il est efficace dans 70 à 80% des cas, on va l'accompagner avec ça jusqu'à la ménopause, et c'est réglé. Pas de chirurgie. Oui. Avec adénomiose. Alors, effectivement, c'est une problématique qu'on connaît depuis pas beaucoup de temps, parce qu'avant, on considérait que l'adénomiose, c'était 40 ans et plus. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'imagerie, on arrive à les détecter même chez des femmes très jeunes. Et on estime qu'aujourd'hui, à peu près, chez des femmes de moins de 30 ans, on a plus que 20% de patientes qui ont de l'adénomiose, déjà à cet âge-là. Souvent, c'est de l'adénomiose focale, qui n'a pas beaucoup de conséquences, et on les traite avec beaucoup de calme. On traite par crise. S'il vous plaît. Oui, pour l'endométriose extra-utérine. Oui, on termine la réponse, et ensuite on va. C'est bien, vous êtes pressé de savoir. J'aime bien. Et donc, on disait que ces patientes, il faut les traiter avec beaucoup de patience et de calme. D'abord, ne pas annoncer un diagnostic d'adénomiose à la légère, parce qu'un diagnostic d'endométriose, ça impacte très fortement les patientes. Aujourd'hui, il y a Google. Tout de suite, elle va aller dessus, elle va trouver des informations hyper inquiétantes, elle ne va pas savoir relativiser par rapport à sa situation. La majorité des femmes jeunes qui ont une petite adénomiose focale vont faire leur grossesse normalement, elles vont accoucher, elles auront de temps en temps des crises douloureuses, ou parfois des hémorragies, mais en légère, comme les femmes qui ont mal ou qui ont parfois une petite hémorragie. Sans se presser de faire quoi que ce soit d'autre, sauf si on découvre à côté de ça une endométriose ailleurs. Là, c'est une autre problématique. Madame. Oui. Oui, on peut donner des œstroprogestatifs en continu. C'est selon la tolérance, et ce sont des prescriptions qui se valent. Si les œstroprogestatifs sont efficaces et que la patiente les tolère, c'est parfait. Et on continue, c'est parfait, en faisant parfois des pauses tous les 3 mois, pour avoir une petite fenêtre où elles ont des règles, en gérant la douleur qui va avec, mais en général, elle n'est pas très forte à ce moment-là. C'est un excellent traitement
ou alors tout simplement des progestatifs en continu. Et on gère en fonction de la tolérance-efficacité. L'endométriose extra-utérine. Ah, l'endométriose, là, c'est un autre sujet qui est très vaste. Si vous voulez, on peut faire une réunion sur l'endométriose. Quelle est votre question spécifiquement, si vous avez une chose qui vous intéresse? Ah oui, pareil, pour l'endométriose qui souffre de douleur et pour laquelle il n'y a pas d'indication chirurgicale. Donc, pour simplifier un petit peu l'approche, est-ce qu'il y a une indication chirurgicale? Première chose que je veux vous mettre en tête, un kyste endométriosique, il n'y a pas d'indication chirurgicale, sauf exception. Donc, s'il vous plaît, premier message, arrêtez d'adresser vos kystes endométriosiques chez des chirurgiens parce qu'ils ne comprennent rien à l'endométriose et très très peu à la gynécologie. Ils vont sauter sur le bistouri. En plus, s'ils savent faire de la célio, ils considèrent qu'ils sont champions. Je fais par célio le kyste endométriosique. Waouh! Il a détruit de l'ovaire, il n'a rien apporté à sa patiente. Premier message. Deuxième message. Si vous n'avez pas de lésion organique, c'est-à-dire une sténose rectale, une sténose urétérale avec hydronéphrose, ou une atteinte de la vessie qui est très importante, qui nécessite absolument qu'on opère ces patientes pour sauver un organe, il n'y a pas d'indication chirurgicale. La fertilité, c'est autre chose. Et là, on va aller sur le traitement pour lequel vous avez posé la question. Il faut soulager ces patientes, de la même façon que pour l'adénomiose. Progestatif en continu, pilule si c'est efficace, et c'est parfait. Et les antalgiques, évidemment. On continue, s'il vous plaît, parce que le temps presse. Le temps passe, effectivement. Il y a encore les agonistes, oui. C'est une fois tous les mois ou une injection tous les 3 mois. 11-25, ouais. Au maximum pour 6 cycles. Et puis, on peut faire de la chirurgie pour ces patientes lorsque rien n'a marché, qui peut aller jusqu'à l'hystérectomie. Il y a d'autres traitements qui sont en développement. Aujourd'hui, on développe de plus en plus les traitements par les ultrasons ultrafocalisés à haute fréquence et on peut détruire de l'adénomiose avec ça et avoir une certaine efficacité sans recourir à une chirurgie qui est parfois très lourde et très difficile. Quand rien ne marche. HIFU, High Intensity Focused Ultrasound. Alors, ce sont des machines sur lesquelles on va mettre la patiente couchée. Il y a une boule avec plusieurs faisceaux d'ultrasons à très très haute fréquence. Ce n'est pas la fréquence qu'on utilise pour l'échographie de diagnostic. Et cette machine, en même temps, elle fait de l'imagerie par échographie. Tout ça par échographie. On fait une petite sédation et on envoie des ultrasons, plusieurs ultrasons, comme pour la radiothérapie conformationnelle. La même chose. Donc, ils vont focaliser sur l'endroit où il y a la lésion à détruire. Donc vous avez de nombreux faisceaux d'ultrasons qui vont se rencontrer sur la lésion, qui vont la chauffer et la détruire par chauffage. Il y a d'autres techniques de chauffage et destruction. Je suis le dernier pour ce matin ou là, d'accord, ok. Parfait. Pas de café, on va travailler. Alors, cas clinique numéro 4. Là, c'est assez facile. 39 ans, 2 enfants vivants, contraception par condom, des règles très abondantes depuis 3 mois, avec des saignements parfois intermittents et sensation de pesanteur pelvienne, pollakiurie, nicturie. Qu'est-ce que vous faites? Très bien, on répète spéculum, le col, le frottis, nanana, ok. Vous faites votre examen clinique. Vaginal, vous trouvez une masse bosselée, mobilisable. Et donc vous allez bien sûr faire l'échographie et vous allez trouver ça. Tout le monde adore ça. Alors, cet utérus, qu'est-ce qu'il a de particulier? Polymyomateux. Qu'est-ce que vous pensez de l'échographie dans les utérus polymyomateux? Est-ce que la taille, le volume, est-ce qu'ils sont près de l'endomètre? Tout ça, c'est parfait. Mais il arrive que parfois, on discute d'une chirurgie. Et à ce moment-là, quand vous avez un utérus polymyomateux avec des fibromes qui dépassent 4 cm, l'échographie devient insuffisante pour faire une évaluation précise. Il faut l'IRM. Avant de poser l'indication chirurgicale,
Ou alors vraiment être un super échographiste. Voilà. Si on veut être conservateur, il faut une IRM. Si on veut faire une hystérectomie, pas besoin d'IRM. Donc vous savez l'histoire, les facteurs de risque, la race, la génétique, les facteurs environnementaux, toutes ces choses, vous les connaissez. Vous connaissez la classification FIGO qui va de 1 à 7. Certains sont accessibles à l'hystéroscopie, d'autres accessibles à la celluliochirurgie et d'autres qui doivent bénéficier d'une laparotomie, voire même d'une hystérectomie par les différentes techniques. Le traitement aussi, là aussi, on commence déjà par les progestatifs lorsque la femme, d'abord, ne souhaite pas se faire opérer parce qu'elle peut refuser de se faire opérer, c'est son droit. Nous, notre attitude, c'est de faire le diagnostic, d'éliminer un cancer et ensuite discuter avec elle, essayer de la gérer en fonction des possibilités. Et il faut savoir que lorsqu'on donne des progestatifs, ce n'est pas le fibrome qu'on traite. On fibrome les problématiques qui accompagnent le fibrome. Les progestatifs n'ont aucun impact positif sur les fibromes, elles ont plutôt un impact négatif lorsqu'on les utilise au long cours. 60 à 70% des fibromes sont très riches en récepteurs à la progestérone. Donc, contrairement à ce qu'on croit, et souvent, encore aujourd'hui, des gynécologues disent « Madame, prenez un progestatif, ça va réduire un peu le volume et on verra plus tard. » Ça ne réduit rien du tout. Au contraire, ça peut augmenter le volume des fibres. Et ça ne traite que les hyperplasies accompagnatrices, qui sont dans le même cadre de l'hyperostrogénie que le fibrome. Et encore, si on donne des progestatifs au long cours, on a parfois le phénomène inverse, l'atrophie de l'endomètre. Donc vous avez non seulement des saignements liés au fibrome, mais vous aggravez et vous prolongez par l'atrophie endométriale que vous avez provoquée en utilisant les progestatifs au long cours sans arrêter, sans faire attention. Donc il faut toujours trouver le bon équilibre, gérer la crise, gérer les hémorragies sans beaucoup d'effets secondaires. Oui ? C'est possible aussi de gérer par les œstroprogestatifs, mais comme on est plutôt dans un terrain d'hyperostrogénie relative, on est plus à l'aise avec les progestatifs, parce que c'est une hyperplasie de l'endomètre accompagnatrice, on la gère. 25 à 50% d'efficacité, donc loin de ce qu'on peut espérer. Là aussi, on peut utiliser le DIE en évolorgestrel pour gérer les hémorragies et peut-être faire passer le cap de la ménopause et on est à nouveau tranquille avec les fibromes. Oui, si on y arrive. Par contre, si on est inefficace, si la femme saigne beaucoup, ce sont tous des traitements au moyen terme, fibromes riches en projecteurs. On peut utiliser bien sûr les anti-hémorragiques, vous les connaissez, les anti-inflammatoires pour la douleur. Et on peut aussi, dans le cadre des anémies sévères, utiliser les analogues pour provoquer une ménopause artificielle, gérer l'anémie, gérer la douleur. Et parfois, ça diminue la taille des fibromes et on prend la décision tranquillement. Et ensuite, on passera à la chirurgie qui est le traitement des fibromes, mais uniquement lorsque c'est nécessaire. Fibromes asymptomatiques, pas de chirurgie. N'affolez pas les patientes. Et souvent, elles s'affolent et vous disent « Docteur, j'ai peur que ça devienne un cancer, opérez-moi, c'est moi qui veux. » Non, vous dites non, vous expliquez que ce n'est pas un cancer, ça ne devient pas un cancer. Il n'y a pas de fibromes qui se transforment. Il y a les sarcomes qui sont à part, il y a les fibromes qui sont à part. Quelle que soit la taille, sauf, bien sûr, la taille, c'est une indication chirurgicale en elle-même parce qu'elle est faite de masse. Là aussi, on peut les traiter par le HIFU et on peut les traiter aussi par l'embolisation des artères utérines. HIFU, c'est la même chose. Là, à la micro-wave, c'est la même chose. C'est des techniques de chauffage. C'est le micro-ondes. On met des aiguilles dans le fibrome par voie vaginale, par célioscopie, et on chauffe le fibrome pour le détruire. Toutes ce sont des techniques de chauffage. Esmia s'est arrêté parce que c'était un traitement très intéressant, mais malheureusement, il a donné des insuffisances hépatiques graves avec mort aussi. Donc, il est arrêté partout dans le monde. Ok, vous m'arrêtez quand... voilà, ça. Par contre, ça, c'est un fibrome, regardez, c'est un fibrome particulier, c'est le sous-muqueux. Le sous-muqueux, il est chirurgical. Voilà, on peut faire l'infusion par sérum salé, on le voit beaucoup mieux, on va le typer et on peut le traiter par hystéroscopie. Ça se fait en une matinée, la patiente arrive, on fait une petite anesthésie, soit rachis, soit petite sédation, et on les enlève par hystéroscopie. À midi, elle va à la maison, elle est guérie. Très simple, très rapide, ça prend en général une quinzaine, une vingtaine de minutes, selon la taille.
jusqu'à 4 cm, on peut opérer. Même s'il est plus que 4 cm. Non, non, non. En hystéroscopie, non. Vous parlez des sous-muqueux ou des fibromes en général? On opère les fibromes symptomatiques. Voilà, c'est tout. Symptomatiques qu'on n'arrive pas à gérer médicalement. Voilà. Ou bien un problème de fertilité, là c'est à part. Cas clinique numéro 5. Là, je veux attirer votre attention sur un sujet et si vous voulez, on arrête. Arrête parce qu'il y a deux. C'est le dernier. Ça prendra une minute. Voilà. 34 ans, 2 césariennes avec suite opératoire simple, aménorrhée d'allaitement pendant 6 mois, reprise de cycle depuis 3 mois, et elle vient pour des spottings, les règles qui traînent. Elle a ses règles de 4-5 jours, puis elle va saignoter pendant encore 1 semaine, 10 jours. Elle est très gênée, elle n'arrive pas à avoir des rapports sexuels, elle te dit et ainsi de suite. Et de temps en temps, elle a des douleurs. Alors, diagnostic. À quoi vous pensez? Quelle est la particularité de cette jeune femme? Elle a eu une césarienne, il n'y a rien de spécial. Donc tout de suite, je dois y penser. On a raté des centaines, des milliers de cas comme ça. Tous les gynécologues, les médecins généralistes, on rate tous ces diagnostics-là. Et je me rappelle combien de fois. Je dis, madame, vous n'avez rien. Progestatif, pilule, machin, jouette. Voilà l'échographie. Ismocèle, il faut y penser. Si on n'y pense pas, on ne fait pas le diagnostic. Et échographique, il est très facile. Et si vous ne voyez pas bien, mettez un peu de sérum. Et là, l'ismocèle est encore mieux visible. Vous la voyez immédiatement en post-menstruel immédiat. Souvent, la poche se remplit de sang. Vous la voyez tout de suite. Vous avez même parfois du sang à l'intérieur de la cavité utérine. Et là, le traitement peut se faire par des moyens médicaux, mais très souvent, ça ne marche pas. Il faut réopérer par hystéroscopie. On les opère par hystéroscopie ou par célioscopie dans certains cas. Voilà donc un message que je voulais que vous regardiez. Césarienne, pensez à ça aussi. Merci. On peut parler. Merci en tout cas. J'espère que les messages sont passés. Merci beaucoup, professeur Fikri. Merci les amis. Il y a deux...